Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Pro Ciné Critique, je vais vous parler d'un western américain devenu culte au fil des années, le fameux Johnny Guitar, sorti en 1954 et réalisé par Nicholas Ray, dont je n'avais vu jusqu'ici que Les Amants de la Nuit, que j'ai évoqué sur la chaîne il y a quelques semaines. Et au casting, nous avons dans le rôle titre, mais peut-être pas le principal, très important quand même, Sterling Hayden, mais l'héroïne ici est campée par une Joan Crawford extraordinairement magnétique qui avait déjà de la bouteille, star surtout dans les années 30 il me semble, qui a eu une renaissance de carrière au milieu des années 40. Petite dédicace aux fans de rock qui m'écoutent ici, la chanson Joan Crawford has risen from the grave. Si vous avez la référence, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Bref, elle est là, et sa rivale est jouée par Mercedes McCambridge, elle aussi. Voilà, elle a de la poigne, elle n'est pas en reste. Citons aussi la présence de Scott Brady, qui joue le Dancing Kid, sorte de petit hors-la-loi romantique, là. Intéressant, ça aussi. Ward Bond, présent en tant que propriétaire local, qui mène un peu la vindicte populaire. Et rien que ces noms-là, acteurs et actrices, c'est très intéressant sur le plan politique d'une époque où l'Amérique vivait le macartisme. Et ce film en est une allégorie, plus ou moins directe, on va dire assez frontale, même par moments. C'est aussi les présences de John Carradine et Ernest Borgnine. Alors, l'histoire sur le papier est assez simple. On est quelque part dans l'Ouest américain, dans une sorte de village, état d'ailleurs non mentionné, on ne sait pas où exactement, ça a été tourné dans l'Arizona, mais bon. On est dans tous les Ouest américains possibles du 19e siècle. Et là-bas, nous allons suivre une tenancière de saloon, un peu casino aussi, qui s'appelle Vienna, qui est clairement autoritaire, et qui est là pour rester malgré les pressions populaires autour d'elle. Elle attend l'arrivée du chemin de fer, dont on voit la construction par quelques explosions. Ça va avoir une importance que ce soit sociale et narrative dans l'intrigue. Et disons que la population locale voit sa présence d'un très mauvais œil pour des raisons assez diverses. Population qui ne veut pas non plus l'installation de ce chemin de fer qui pourrait lui amener des étrangers venus d'ailleurs. Vous voyez ici la construction de l'Amérique et son mal profond. Ce film est brillant sur ce point, sur l'aspect civilisationnel. Sans rentrer trop dans les détails, on voit clairement comment ça se construit. Et donc pour se faire défendre un petit peu, même si elle sait se débrouiller toute seule, elle fait appel à un certain Johnny Guitar qui arrive, donc on comprendra très vite que les deux ont été très liés par le passé, et que Johnny Guitar, simple guitariste, un peu nonchalant et tout, n'a pas été que musicien. Ça a été aussi un très bon tireur. Peut-être qu'elle espère qu'il va pouvoir aider en ce sens, mais il s'est rangé. Une sorte de dilemme là-dessus, parce que s'il s'est rangé, c'est peut-être aussi pour ses beaux yeux, ou pas. Oui, histoire d'amour qui va peut-être renaître. Ou ça va être compliqué vu la situation. Et donc Vienna va devoir se défendre face à Emma, donc une des leaders, même la vraie leader de la population locale, avec McIvers. Et à côté de cela, vous avez des hors-la-loi supposés, qui vont être un peu les boucs émissaires aussi, menés par un certain Dancing Kid. Tout se mélange entre histoire d'amour, jalousie, possession, vengeance et autorité, notamment féminine. Parce que oui, nous avons ici un western que l'on peut qualifier de féministe pour l'époque, c'est assez rare. Et Nicholas Ray retourne ces codes-là tout en proposant des traditions du genre. Bien sûr, l'arrivée de cet homme presque sans nom au début, enfin, avec un sobriquet étrange, le duel final, j'en dis pas plus, tout y passe. Puis des aspects aussi terrestres, terriens, plutôt dirais-je, sur qui doit avoir quoi et quels moyens de pression on peut mettre en place pour conserver ou acquérir certaines choses. Et c'est extraordinaire comme film. Déjà, sur l'aspect visuel et esthétique, il apporte quelque chose de nouveau, un sang neuf à un western qui commençait à évoluer aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Déjà, c'est un genre qui a été en perpétuel progrès, que ce soit sur les thèmes abordés ou sur la technique utilisée. Là, nous avons, au-delà du Technicolor, le True Color. Alors, sur le plan exact des différences entre les deux, je ne sais pas, j'imagine couleur plus appuyée, plus criarde ici, et il me semble que c'est l'un des premiers westerns, si ce n'est le premier qui a été tourné dans cette, on va dire, technique-là. Et évidemment, l'aspect coloré de l'ensemble renforce l'atmosphère qui tend vers la tragédie,
le baroque, qui nous offre des plans remarquables. Ça a été tourné en décor naturel, en extérieur pour la plupart, avec des choix d'endroits qui mettaient en relief l'utilisation de ce true color. Notamment quelques parois là, assez rougeâtres, c'est vraiment l'Ouest américain, quoi. Et ça donne lieu à des scènes notamment voilà, de rapprochement ou de regret, qui sont même retravaillées sur l'aspect photographique et opératique, même je dirais, au sens large, par des matte paintings à certains instants. J'en ai un en tête où on voit les deux personnages principaux qui peut-être vont enfin vivre leur amour ou pas. Et tu as un peu l'impression d'être pendant quelques instants dans Autant en emporte le vent, toute proportion gardée, parce que oui, il y a ce classicisme-là un peu, mais aussi de viser vers l'avant avec cette évolution-là de l'image. C'est remarquable. Et alors, sur le plan de l'acting, c'est extraordinaire aussi, parce que Joan Crawford, je ne sais pas si j'ai vu cette actrice dans d'autres films, honte à moi, je la connaissais de réputation, je voyais qui c'était, mais bon, peu importe, j'ai pas fait, on va dire ici, la liste de sa filmographie, mais alors, dans ce rôle-là, elle en impose. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on sent la rage, qui va au-delà même de l'histoire et du tournage. Elle a connu ce qu'elle a connu, elle est revenue, on va dire, des enfers. C'était rare pour une actrice, à cette époque, d'un certain âge, de continuer à avoir des rôles comme ça. Elle s'est imposée, à l'image ici de son protagoniste qui veut rester, qui résiste dès le début, on le voit, elle porte le pantalon, elle a ses couleurs à elle, hein, son code de couleur qui est clair, qui appelle à la liberté, à l'espoir de vivre quelque chose. Et elle mène par le bout du nez les hommes. Et en face, on a évidemment l'antagoniste, qui n'en est pas en reste, Mercedes McCambridge, qui elle aussi prend le dessus, mais alors elle, sur un plan, on va dire, crypto-fasciste à l'américaine, je reviendrai sur ce point après. Et les deux actrices ne pouvaient pas se piffer, enfin, c'est plutôt Joan Crawford qui avait du mal avec Mercedes McCambridge. Son tournage a été un enfer pour Nicolas Ray. Et même qu'elle s'entendait pas trop bien avec Sterling Hayden. Enfin, Joan Crawford, voilà, c'était difficile pour elle. Hein. Elle avait à certains moments un petit penchant sur la boisson quand ça allait pas. Enfin, on le sent en fait. C'est bizarre après coup quand vous lisez ces anecdotes-là, vous voyez qu'il y a quelque chose qui colle parfaitement à l'atmosphère de l'intrigue, mais qui puise, on va dire, ses origines et ses racines dans la vraie vie, dans le réel. Et justement, ce réel-là, parce qu'au-delà de ce qui se passe, oui, les codes de western, le groupe de Dancing Kid avec des trahisons, on teste la solidarité, comment retourner tout un groupe de personnes, la vindicte populaire, la milice, super, très intéressant. Mais alors, on est dans un aspect social-politique de l'époque remarquable. C'était le macartisme, hein, dans les années 50. On est en plein dedans, on est vraiment dans ces années-là. Et alors déjà, à noter que Sterling Hayden lui-même était sur une liste noire, Mercedes McCambridge présente là, pareil, il y avait des doutes, et vous avez Ward Bond qui joue, on va dire, celui qui représente la populace, là, qui était clairement, lui, pro-macartisme, vraiment, et frontalement. Et ces gens-là se sont côtoyés sur le tournage. Et ce qui est très intéressant, c'est que le rôle qu'on donne à Ward Bond, là, c'est presque de l'ironie, dans le sens où on croirait qu'il serait le héros fasciste local. Non, il est mené par le bout du nez par Emma. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que lui, il n'a pas dû retenir quelque chose de très fort de ce tournage-là, s'il a compris après coup que peut-être on jouait avec ce qu'il était. Et c'est fou parce que ce qui se passe là, dans cette petite bourgade de l'Ouest, c'est l'Amérique. C'est cette chasse aux sorcières qui est menée donc par Emma et par McIvers pour dégager Vienna, parce qu'on se méfie voilà, de ce qu'elle est, on se méfie donc de ce qui pourrait venir de l'extérieur, et comment on retourne la vindicte populaire pour en arriver à des potentiels lynchages ou pendaisons. C'est d'une violence extraordinaire qui représente la violence américaine. Et cette force-là, elle est avec une seconde couche. Parce qu'au-delà de l'aspect donc politico-politique, à l'américaine, il y a aussi l'amour qui entre en jeu. Et on comprend que Emma, si elle en veut autant à Vienna, c'est parce qu'elle est jalouse. Tout un truc autour de Dancing Kid, là, Emma, elle aime beaucoup celui-là, mais lui, il aimerait être avec Vienna. Mais Vienna, elle, depuis son histoire d'amour un peu ratée, enfin, regrettée avec Johnny Guitar, elle est plutôt en distance. Et quand Johnny Guitar revient, est-ce qu'elle va se remettre avec? C'est très compliqué. On est dans la pure tragédie opératique absolue.
parce que voilà, elle n'aime pas forcément la violence de celle qu'elle aime, mais il va devoir aussi utiliser la violence pour, pour la protéger elle. On est en plein dilemme absolu. Et après, bah, ça se déroule. Ça se déroule, que ce soit en huis clos dans le saloon. Il y a aussi l'histoire de la banque, il y a les malheureux hasards, j'ai envie de dire, des fuites en avant possibles ou pas possibles. À un moment, on essaye, voilà, il y a un groupe qui essaye de se carapater, mais la construction du chemin de fer qui paradoxalement fait venir de l'extérieur bloque ces gens-là, et on est dans une sorte de huis clos obligatoire. Il n'y a pas de porte de sortie. Il y a cette idée de cascade derrière qui est une cachette avec une ancienne mine mais qui est épuisée. On voit comment l'Amérique évolue, c'est-à-dire qu'on a puisé les richesses de l'Ouest. Maintenant, bah, il faut quand même que cet Ouest s'installe avec l'arrivée d'autres personnes, mais que les gens qui ont puisé eux-mêmes, qui se sont installés, qui ont leur possession, ne veulent pas partager, clairement, ça va donner lieu à des problèmes, ça va donner lieu à ce que c'est aussi l'Amérique, dans tous les sens du terme d'ailleurs. C'est brillant ça, parce qu'en peu de choses, peu de protagonistes, dans un endroit perdu et reculé, vous avez tout cela. Et évidemment, l'aspect ultra poussé, romantico-baroque des choses, qui donne lieu évidemment à une tension absolue sur l'humain et l'humanité, et à l'arrivée avec un duel aussi. Et pas le duel que l'on va croire. Quand on trompe la mort, après, il faut quand même y arriver à l'affronter. Et ce tout final, à travers la cascade, qui offre peut-être un espoir d'avenir, ça aussi c'est beau. C'est presque naïf. Il y a un côté... C'est Nicolas Ray, ça, c'est qu'il porte ses personnages enfermés à la fois... comment dirais-je poussés par le cadre et le contexte. Les Amants de la nuit, c'était ça. C'est une fuite en avant quasi impossible, au final. Là, c'est pareil. Il y a une impossible fuite en avant, ou pas, qui va tenir jusqu'au bout. Et il joue beaucoup avec ses décors et la localisation de ses personnages en les enfermant dans une forme de destin. Du moins, voilà ce que je retiens du cinéma de Nicolas Ray en 2 films. Alors là, niveau western, c'est très différent, mais comme je le disais plus tôt, on reprend vraiment des stéréotypes. Il reprend les codes pour les retourner en mettant ici des femmes en avant. Et des femmes héroïnes de western, parce que là, pour le coup, on en a quasi 2. Hein. C'est cet antagonisme-là qu'on retient avant tout, plutôt que les péripéties masculines et tout, qui sont vraiment volontairement relégués au second plan. On n'a pas de héros masculins spectaculaires, là, vous voyez. Par contre, les 2 femmes, là, je crois que c'est peut-être l'une des premières fois qu'on a ça dans le cinéma américain, en tout cas hollywoodien, dans un western. À vérifier, hein, parce que l'histoire du cinéma est tellement riche que voilà. Donc il faut le voir, Johnny Guitar. Le titre en est presque ironique, parce que ça aurait dû s'appeler Vienna, en vrai, quand on y pense. Ce film aurait pu et dû s'appeler Vienna. Mais c'est pas grave. En tout cas, ce qui est certain, c'est que voyez-le pour l'aspect esthétique, pour l'aspect politico-historico-contexte de l'époque, sur l'Amérique. C'est quand même un film qui en dit long, et qui est très très passionnant, et qui est super bien interprété, qui est très bien réalisé aussi, bien sûr. Il y a des détails de réalisation, là, au-delà même de l'inscription des protagonistes dans le décor. Il y a d'autres choses, mais bon, je ne vais pas aller dans les analyses ici. Voyez donc ce métrage, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous le connaissez déjà, si vous l'avez déjà vu ou revu, parce que évidemment, hein, beaucoup de gens connaissent ce film, et on en parle, c'est très important. Je vous dis à la prochaine, ciao!